Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour, bienvenue dans Question Voyage, le podcast qui vous fait le plein de conseils pour que voyager reste une partie de plaisir. Avec nous aujourd'hui, Alain Carsanti, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous êtes spécialiste des instruments économiques dont les mécanismes de compensation carbone et des marchés du carbone. Et c'est de cette thématique dont nous allons parler aujourd'hui, la compensation carbone dans le secteur du voyage. Alors, avant toute chose, qu'appelle-t-on compensation carbone, particulièrement dans le secteur du voyage ? Alors, la compensation carbone, c'est l'idée que on peut annuler d'une certaine manière l'impact climatique de ces émissions, des émissions induites par nos pratiques, nos comportements, par la production. Bon, là, les voyages, c'est le fait de prendre l'avion, par exemple, en finançant un certain nombre d'actions qui sont des actions qui vont retirer du CO2 de l'atmosphère ou qui vont éviter des émissions futures qui auraient eu lieu. Et l'idée part au fond d'une logique implicite qui serait plus 1, c'est-à-dire une émission, moins 1, un retrait de l'atmosphère, égale 0. Ça serait la fameuse neutralité carbone qui est proposée au niveau des individus lorsqu'ils voyagent, par exemple. Alors ça peut être de planter des arbres, cela peut être d'éviter de la déforestation, cela peut être de contribuer financièrement à l'utilisation d'énergies renouvelables comme le solaire ou le photovoltaïque. Vous évoquez ces différents types d'actions, donc c'est surtout des projets de reforestation dont on parle ou il y a d'autres choses ? Non, il y a beaucoup de choses, si vous voulez. Vous avez en fait deux catégories. Vous avez des projets dans le domaine de l'énergie, qui consistent notamment, par exemple, à remplacer de la production d'énergie ou de chaleur qui se fait avec du charbon, du gaz ou du pétrole, donc énergie fossile, dont la combustion crée du CO2, donc un gaz à effet de serre, par des technologies non émettrices de type photovoltaïque, de type éolien. Et alors ça, c'est une des parties de l'activité, c'est-à-dire de remplacer du fossile par du renouvelable. Mais une très grande partie de la compensation carbone, et généralement c'est ce qui est proposé aux voyageurs, c'est de financer par exemple des projets de reboisement, des projets d'afforestation. On va planter des arbres pour que ces arbres absorbent du CO2, du gaz carbonique, ou des projets de conservation des forêts, c'est-à-dire des projets dans lesquels on va éviter de la déforestation sur des forêts qui sont censées être des forêts menacées. Et justement, ces projets-là, est-ce que c'est vraiment efficace ? Alors, il y a plusieurs choses. Si vous voulez, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'équation implicite qui est de type plus 1 moins 1 égale 0 ne fonctionne pas véritablement dans le cas du climat. C'est-à-dire que lorsque vous émettez du CO2, directement ou indirectement, en prenant l'avion par exemple, cela va avoir un impact sur le climat. Cet impact, il est quasiment irréversible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en retirant du CO2, annuler l'effet de vos émissions. Tout simplement parce que si vous envoyez du CO2 dans l'atmosphère, par exemple, vous allez déclencher un certain nombre de phénomènes, comme la fonte, des terres glacées, ce qu'on appelle le perlégisol, qui va, avec le réchauffement climatique, libérer des gaz à effet de serre, va libérer du méthane, va libérer du CO2. Et ça, c'est un processus qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que ça va libérer du CO2 et du méthane, donc le climat va se réchauffer et vous allez avoir, donc le climat se réchauffant, ça va accentuer encore la fonte, de ces terres gelées et libérer encore plus de gaz. Donc il y a des tas de phénomènes entretenus qui se déclenchent. Donc si vous voulez, vos émissions, elles ont un impact quasi irréversible. Ou alors il faudrait retirer beaucoup plus de CO2 de l'atmosphère que l'on en injecte. Mais alors on ne sait pas très bien dans quelle proportion, si vous voulez. Mais ça va bien au-delà de moins 1 plus 1 égale 0, et ça serait quelque chose comme moins 1 plus 5, c'est-à-dire retirer beaucoup plus de CO2 de l'atmosphère qu'on en injecte. Après, on peut regarder les projets qui sont financés. Et dans ces projets qui sont financés, notamment les projets forestiers, les projets de compensation carbone, vous avez des tas de problèmes.
La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le CO2, c'est une molécule qui est une molécule stable. Pour qu'elle disparaisse de l'atmosphère, c'est-à-dire pour qu'elle cesse de contribuer au réchauffement climatique, il faut qu'elle soit reprise par ce qu'on appelle un puits de carbone. Un puits de carbone, ça veut dire qu'elle soit absorbée par la végétation, par les arbres qui poussent, ou par les océans, qui sont également le deuxième grand puits de carbone, disons, dans l'atmosphère. Ou par des procédés, mais c'est très marginal, par des procédés technologiques qui consistent à absorber par sortes de grands aspirateurs du CO2 et le retirer de l'atmosphère. Le problème qu'on a, c'est que ce CO2, une partie de ce CO2 va rester pendant des siècles et des siècles dans l'atmosphère. Le GIEC, donc l'organisme qui fait la synthèse scientifique des connaissances, nous dit que une partie du CO2 va rester plus de 1000 ans dans l'atmosphère. Une partie sera reprise assez vite par la croissance des arbres ou par l'activité des océans, mais une partie va rester effectivement très longtemps dans l'atmosphère. Cela veut dire que si vous plantez des arbres pour compenser vos émissions, eh bien, il faudrait avoir la certitude que ces arbres vont être plantés et survivre et stocker du CO2 pendant environ 1 millier d'années, voire plus. Il est évident qu'on n'a absolument aucune possibilité de donner cette garantie parce que les arbres meurent de sécheresse, il y a des incendies, il y a des pathologies, etc. Donc on est devant un problème, ce qu'on appelle le problème de la non-permanence, qui est un problème absolument, je dirais, qui est quasiment impossible à résoudre. Mais justement, certains acteurs du secteur du voyage basent une partie de leur communication sur la question de la compensation carbone. Du coup, c'est un écran de fumée ou il y a une vraie envie, malgré tout, de pouvoir compenser ces émissions ? Qu'il y ait une sincérité des acteurs, ça je n'en doute pas, c'est-à-dire qu'il est tout à fait, à mon avis, louable et positif que les acteurs proposent des solutions, ou en tout cas ce qui pourrait ressembler à des solutions, mais ce sont effectivement des solutions qui ne peuvent pas fonctionner, parce que il y a ce problème de la non-permanence, il y a d'autres problèmes. Par exemple, si vous protégez des forêts mais que vous ne changez pas la demande, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on déboise, pourquoi est-ce qu'on déboise, par exemple, pourquoi est-ce qu'on déforeste dans le monde, 10 millions d'hectares qui disparaissent chaque année. Donc tout ça, quand vous déboisez, vous déforestez, ça fait du CO2 qui part dans l'atmosphère. C'est qu'il y a des demandes de terre, il y a des demandes de terre de la part de paysans, de la part d'investisseurs agro-industriels, parce que on fait du cacao, on fait de l'huile de palme, etc., etc. Donc il y a une demande. Si vous ne traitez pas la demande, si la demande ne diminue pas, vous allez protéger une forêt quelque part, mais vous allez déplacer les pressions de déforestation ailleurs. C'est ce qu'on appelle le phénomène de fuite de carbone. Donc à ce moment-là, ce que vous gagnez d'une main, vous le reperdez de l'autre. Donc ça, c'est un deuxième problème qui est un problème bien connu par les scientifiques, qui fait que votre compensation carbone avec des projets de protection des forêts, par exemple, ça ne fonctionne pas. Et puis, vous avez aussi un autre phénomène, c'est que très souvent, vous avez beaucoup de projets, notamment, qui prétendent conserver des forêts, protéger des forêts pour éviter qu'elles soient déboisées. Mais ces projets, très souvent, et ça a été documenté depuis 1 an, 2 ans, par différentes enquêtes scientifiques reprises dans la presse, par le Guardian, Le Monde, etc., c'est que ces projets surestiment la menace, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on protège des forêts qui sont beaucoup moins menacés qu'on ne le dit. C'est-à-dire qu'au fond, on surestime l'impact, le nombre de crédits carbone, puisque tout ça passe pour ce qu'on appelle des crédits carbone, qui sont proposés par exemple aux voyageurs aériens en disant « achetez des crédits carbone, vous protégez ainsi des forêts, vous évitez de la déforestation ». Le problème qu'on a, c'est que très souvent, il y a surestimation de ces menaces, et donc il y a beaucoup plus de crédits carbone qu'il ne devrait y en avoir. Et on n'a aucun moyen, si vous voulez, de manière rigoureuse, scientifique, pour prédire ce que serait la déforestation en l'absence d'un projet. Donc voilà, ça c'est un problème qu'on appelle le problème de l'additionnalité. Donc ça fait partie de ces différents obstacles qui sont bien connus maintenant par les chercheurs et par les scientifiques. Et la conclusion à laquelle on arrive, c'est que la compensation carbone n'a pas de base scientifique rigoureuse, si vous voulez. Bon. Alors ce qu'on peut faire, c'est contribuer, c'est-à-dire qu'il n'est pas inutile de planter des arbres, il n'est pas inutile également de protéger des forêts, mais ça ne veut pas dire que ça vous permettra d'effacer vos émissions. Ça ne veut pas dire que ça permettra d'avoir la neutralité carbone. Alors, ce que font en fait les transporteurs, c'est très simple, c'est que, alors, ils veulent agir positivement, donc ça c'est très bien. Simplement, il y a un problème de communication. Si vous communiquez en disant aux voyageurs qu'ils peuvent prendre l'avion pour leurs vacances, aller passer leurs vacances à l'autre bout du monde, et ensuite annuler leurs émissions, totalement effacer leurs émissions en achetant des crédits carbone ou en payant un peu plus cher leur billet d'avion pour qu'on puisse planter des arbres quelque part, c'est quelque chose qui n'a aucun fondement scientifique. En tant que voyageur, comment on peut agir pour déjà faire la différence entre ces différents discours qui peuvent parfois nous tromper ?
Il faut bien comprendre que nous sommes dans une activité commerciale, le transport aérien c'est une activité commerciale. On peut très bien comprendre que les transporteurs aériens veulent que les gens continuent à prendre l'avion. Et continuent à prendre l'avion dans une situation où il y a une montée de la prise de conscience écologique sur l'impact du CO2, du réchauffement climatique et des inquiétudes qui montent. Le message qui consiste à dire vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez totalement effacer les conséquences de votre voyage est un message qui est rationnel du point de vue de ces acteurs, mais c'est un message qui est trompeur. Alors, ce que peuvent faire les gens, c'est de s'abstenir, c'est-à-dire que c'est de réduire autant que possible l'usage de l'avion, c'est-à-dire préférer quand c'est possible le train, préférer quand c'est possible effectivement le bateau, puisque l'empreinte carbone effectivement du bateau est quand même beaucoup plus faible, même si le bateau fonctionne au fioul également, et préférer également toute une série de déplacements qui peuvent être des déplacements collectifs en autobus par exemple ou autre, mais ça bien sûr ça concerne les courtes distances. Pour les longues distances, il n'y a pas tellement de solutions. Il est toujours intéressant, peut être toujours intéressant éventuellement d'acheter des crédits carbone pour un passager, mais il faut bien qu'ils comprennent que ça ne le dédouane pas et ça ne va pas effacer l'impact de ces émissions. Par contre, c'est toujours utile de contribuer. Contribuer, c'est toujours contribuer à des choses positives pour l'environnement, pour la biodiversité, etc. C'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Vous parlez beaucoup du transport. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels on peut faire la différence, en termes d'impact carbone notamment ? Oui, alors de toute façon, le transport dans tous ces compartiments est un des secteurs qui au niveau international, au niveau mondial, est un des secteurs en hausse qui contribue de plus en plus au réchauffement. Nous sommes en train, du point de vue technologique, les transports, on attend des solutions avec de l'hydrogène. Par exemple, on peut décarboner les transports, mais ça va coûter cher et les solutions ne sont pas encore tout à fait matures. Elles sont encore assez coûteuses. Vous avez l'électrique. Disons qu'on a des solutions technologiques dans le domaine des transports. C'est une question de prix, c'est une question d'infrastructure. Dans la production d'énergie, d'électricité, on a également des solutions, que ce soit du nucléaire, que ce soit des renouvelables, que ce soit de l'hydraulique, etc. Concrètement, est-ce que par exemple le fait de choisir un certain type de logement, le fait de voyager localement, tout ça, ça a un impact immédiat justement ? Ça a un impact immédiat, oui. Bon, d'abord, si vous voulez, il y a des questions de responsabilité individuelle, c'est-à-dire que chacun a une empreinte carbone personnelle. Et l'empreinte carbone n'est pas les mêmes, bien sûr. L'empreinte carbone des voyageurs aériens est très forte. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais si vous voulez, un vol transatlantique ou un vol effectivement vers l'Asie, ça peut être facilement, selon le type d'avion que vous empruntez, ça peut aller de 1,5 tonnes à 2 tonnes de CO2 par personne. Donc ça va très vite. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut effectivement agir parce que c'est beaucoup plus impactant, si vous voulez, que la question par exemple du logement. Très très vite, si vous voulez, si vous faites 3 vols internationaux transcontinentaux dans l'année, vous allez très très vite avoir un bilan carbone qui sera désastreux. C'est-à-dire vous allez passer à 6 ou 7 tonnes, alors que la moyenne, par exemple, d'un Français, c'est 10 tonnes. Quand je dis environ une dizaine de tonnes, ça prend en compte de CO2. Ça prend en compte également nos importations, ce que nous consommons comme carbone dans ce que nous importons éventuellement dans nos produits agricoles ou dans les ordinateurs que nous importons de Chine, par exemple, qui sont produits avec du charbon qui ont un impact de CO2. Et je voulais aussi revenir avec vous sur la question des certifications qui sont censées garantir la qualité des crédits carbone. Est-ce qu'il y a des bons labels en qui on peut avoir confiance ? Alors, absolument, aucun label n'est parfait, mais si vous voulez, les labels et les certifications sont également des activités économiques. Au fond, ces labels et ces certifications se sont développés depuis maintenant environ 20-25 ans parce que, si vous voulez, au départ, dans la compensation carbone, il y a eu vraiment absolument tout et n'importe quoi avec de véritables escroqueries. Donc très vite, un certain nombre de certifications sont venues essayer de donner quelques garanties aux acheteurs sur le fait que ce qu'ils achetaient comme crédit carbone n'était pas de pures et simples escroqueries. Maintenant, est-ce que ces certifications sont capables de répondre aux défis scientifiques, si vous voulez, dont on a parlé au début sur l'intégrité environnementale de ces crédits carbone ? Très clairement, la réponse est non. Et d'ailleurs, un certain nombre des personnes, des responsables de ces certifications en sont tout à fait conscients. Ils ne le communiquent pas, mais ils vous diront en privé qu'ils sont conscients qu'on ne peut pas véritablement annuler ces émissions et atteindre la neutralité carbone au niveau d'une pratique, par exemple, d'un voyage, mais que au moins ça évite le pire. Alors ces certifications, leur raison d'être, d'une certaine manière, c'est d'avoir une communication pour dire ce que vous achetez, les crédits carbone que vous achetez, sont des crédits carbone sérieux qui ont une certaine intégrité environnementale. Bon. Je pense qu'aucun n'est capable de donner cette garantie, ne serait-ce que pour le problème de non-permanence dont on a parlé au début de notre entretien.
Et ce que l'on disait sur le problème de la non-permanence, c'est qu'il faudrait avoir une garantie que ces arbres vont rester pendant des siècles et des siècles plantés et stocker le carbone. À l'époque des méga-feux, à l'époque effectivement des sécheresses, des changements climatiques, on sait que les forêts du monde et les plantations, très souvent, ne durent pas, tout simplement à cause de la mortalité des arbres. Y a-t-il des acteurs dans le secteur du voyage qui sont vertueux, qui tentent en tout cas de faire la différence ? Il y a quelques années, la plupart des transporteurs aériens, des compagnies aériennes étaient partis sur la compensation carbone et que vous commencez à avoir certains acteurs qui commencent à renoncer à la compensation carbone. Par exemple, EasyJet a annoncé il y a 2 ans qu'il renonçait à la compensation carbone et à faire des crédits carbone. Alors, je ne sais pas s'ils sont plus vertueux mais simplement, il y a des questions de crédibilité qui sont en train d'être mises au jour autour de la compensation. L'un des principaux problèmes quand même de cette, de l'empreinte carbone du transport aérien, c'est les compagnies low cost. Et EasyJet est un low cost. Donc à partir du moment où vous pouvez avoir des billets à quelques dizaines d'euros pour vous déplacer en Europe ou ailleurs, automatiquement, ça veut dire que les gens vont se déplacer beaucoup plus et choisir l'avion plutôt que le train par exemple. Donc vous avez un paradoxe, c'est-à-dire que là vous avez une compagnie low cost qui probablement est une de celles qui génère un impact carbone le plus élevé, puisque bien sûr avec ses billets bon marché, elle attire beaucoup de passagers, donc qui vont avoir un impact carbone important, mais elle renonce à la compensation carbone pour des raisons probablement de crédibilité. Comme aujourd'hui en France et au niveau européen à partir de 2026, il va y avoir un certain nombre de réglementations qu'ils vont quasiment rendre impossible la communication autour de la neutralité carbone des produits, notamment d'un voyage aérien par exemple. Ça sera très très difficile de continuer à communiquer là-dessus. Je pense que les compagnies aériennes vont progressivement peut-être renoncer pour une partie à ce type de communication. Et nous, en tant que voyageurs, comment on peut continuer à voyager sans culpabiliser ? Je crois qu'il faut culpabiliser, c'est-à-dire qu'il faut être tout à fait conscient que, je crois que il serait très très compliqué aujourd'hui de demander aux jeunes, par exemple, de ne pas voyager, de ne pas découvrir le monde, et ça, on va le faire. Ils sont obligés de prendre l'avion. Simplement, il faut qu'ils soient conscients de l'impact de leurs pratiques. Je pense qu'être conscient de l'impact de ces pratiques, ça veut dire qu'on peut se permettre un certain nombre peut-être de voyages pour découvrir le monde quand on est jeune. Quand on est, comme moi, beaucoup plus âgé, je crois que on a déjà, c'est plus tellement la peine aujourd'hui de dire on peut s'en passer, on doit s'en passer à mon avis, on a des choses à faire. Après, il n'y a pas tellement de solutions. Je pense qu'il faut être conscient de ses impacts et donc être conscient de ses impacts, ça veut dire pouvoir décider de s'abstenir parce que ce n'est pas vital d'aller passer ses vacances en Thaïlande, par exemple. Même si ça peut être tout à fait intéressant pour quelqu'un de jeune d'aller découvrir les USA ou d'autres pays d'Amérique latine, etc. C'est normal. Espérons que les avancées technologiques permettront, dans une certaine mesure, de décarboner le transport aérien. Mais ça sera dans une certaine mesure parce que nous sommes très très loin de l'avion à hydrogène. Pour l'instant, nous sommes très très loin de la maturité technologique. Et de toute façon, quelles que soient, disons, les solutions technologiques, le transport aérien va coûter plus cher et beaucoup plus cher. Donc il y aura moins de gens mécaniquement qui prendront l'avion. L'avion va coûter plus cher, donc moins de gens vont prendre l'avion. Est-ce que ça veut dire que seules les personnes les plus fortunées pourront prendre l'avion, ce qui pose aussi un problème, je dirais, d'équité sociale. Et vous avez un certain nombre de personnes qui proposent qu'il y ait des quotas, c'est-à-dire qu'au fond, on puisse avoir droit dans sa vie ou chaque année, je dirais, peut-être à un vol ou deux, etc. Et que ces quotas puissent être revendus, c'est-à-dire que les gens qui ne les utilisent pas puissent les revendre. C'est une solution aussi. Je pense pas que c'est une solution qu'on pourrait peut-être envisager au niveau européen. Ça sera en tout cas peut-être plus équitable et plus juste qu'une sélection par les prix où seules les personnes les plus riches et les plus fortunées pourraient effectivement voyager. Donc, à voir. C'est bien noté en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari, en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.